suray wana qaabkaad ku qaaday xilkee dadku kugu qireen iyo qaninimo qaadir waynuhu qoorta ku suray Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce numéro spécial consacré aux réalisations phares du président de la République. Dans cette émission unique, nous allons faire un tour d'horizon des grandes réalisations et nous commençons par l'éducation. En faisant de l'éducation un pilier obligatoire et gratuit, le chef de l'État a engagé le pays dans une course vers la performance technologique et humaine. Entre massification du recrutement des enseignants et résultats records au baccalauréat, découvrez comment Djibouti forge aujourd'hui ses élites de demain. 9 avril 1999, élection du président de la République à la tête du pays. 2 décembre 1999, début des États généraux de l'éducation nationale. 8 mois après son élection, le chef de l'État décide de transformer de fond en comble et révolutionner considérablement l'école djiboutienne. Ainsi, depuis la loi d'orientation sur l'éducation de 2000, le taux de scolarisation et l'équité vont connaître un profond changement. L'enseignement fondamental est gratuit et obligatoire de 9 années pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans et le développement de leurs capacités intellectuelles, physiques et morales est au cœur de la nouvelle pédagogie. L'école étant obligatoire, il faut accueillir tous les enfants ayant atteint l'âge. C'est pourquoi des efforts importants seront déployés pour améliorer l'accès des élèves à travers la construction de nouvelles écoles ou l'extension de celles qui existent déjà. L'école est devenue une école de proximité, même dans beaucoup des zones reculées. L'enseignement fondamental, c'est déjà plus de 150 000 élèves et près de 6 000 enseignants. L'effectif pour le secondaire n'a également pas cessé d'augmenter. Pour empêcher que les enfants se détachent de leur famille pour poursuivre le lycée dans la capitale, le président de la République a ordonné dès les années 2000 de créer de nouveaux établissements, dont un lycée dans chacun des chefs-lieux des différentes régions de l'intérieur. L'enseignement technique et professionnel sera aussi renforcé avec l'acquisition de nouveaux moyens d'apprentissage et de renforcement des capacités des enseignants. L'État va investir dans une dizaine d'établissements d'enseignement technique et professionnel, repartis dans les 5 régions de l'intérieur. À tous les niveaux, la qualité reste au cœur de la politique nationale de l'éducation. C'est dans ce contexte qu'agit également le CRIPEN, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale. Créé en 1990, le CRIPEN a joué un rôle déterminant pour rendre le système éducatif performant en adéquation avec les objectifs de développement de la République de Djibouti. Le centre est l'architecte et le moteur opérationnel de la politique éducative djiboutienne. Ses missions, à la fois vastes et complémentaires, couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur pédagogique, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la diffusion des outils d'apprentissage en passant par la formation et la communication. Cette approche intégrée a permis au CRIPEN de conduire des réalisations majeures qui ont profondément transformé le système éducatif du pays. Au cœur de son action se trouve la réforme curriculaire et la transition vers l'approche par compétences. Le CRIPEN a assumé la lourde tâche de refondation complète des programmes. Il a ainsi finalisé et diffusé les curricula de tous les niveaux, du primaire au secondaire général, technique et professionnel, accompagnés de documents d'accompagnement pédagogique. Pour rendre cette réforme tangible dans les salles de classe, le centre a entrepris un chantier colossal d'édition de manuels scolaires. Entre 2006 et 2015, il a produit, édité et diffusé la totalité des manuels pour les niveaux primaires et moyens, puis secondaires, tous conçus selon les principes de l'approche par compétences. Cette production locale, symbole de souveraineté pédagogique. La dimension recherche et innovation est une autre colonne vertébrale du CRIPEN. Le CRIPEN excelle également dans son rôle de coordinateur et de médiateur. Il assure la coordination de la politique du livre au sein du MENFOP et a piloté des projets transversaux cruciaux tels que la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le système éducatif.
Cette dernière initiative a donné lieu à une production de 64 émissions audiovisuelles de sensibilisation. Le centre orchestre également la vulgarisation de la réforme à travers une information multiforme, utilisant la radio et la télévision scolaire éducative et publie le journal bimestriel Éduc Info. Il produit et diffuse des émissions de soutien scolaire sur la RTD, étendant ainsi son impact au-delà des murs de l'école. Enfin, le CRIPEN veille à l'enrichissement du patrimoine pédagogique et culturel. Il finalise les curricula et manuels des langues nationales, édite localement des contes et textes libres de droit et produit des documents spécifiques pour des projets comme l'école bilingue d'Arta. La conception de guides sur l'éducation à la culture de la paix ou la production de livrets d'exercices pour le renforcement du français témoignent de sa capacité à répondre à des besoins éducatifs diversifiés et actuels. L'édition des Annales du BEF et du BAC complète son offre au service de la communauté éducative. En somme, le CRIPEN est bien plus qu'un simple centre de production. C'est une institution multifonctionnelle qui conjugue expertise technique, vision stratégique et ancrage opérationnel. De la conception des curricula à l'évaluation des manuels en passant par la recherche pédagogique, la production multimédia et la coopération régionale, il incarne la dynamique d'un système éducatif en constante évolution, œuvrant à doter Djibouti d'outils d'enseignement modernes, adaptés et de qualité. La recherche de qualité se joue également au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, une institution qui constitue le pilier de la qualité du système éducatif djiboutien. Sa mission principale est d'assurer la professionnalisation des personnels de l'éducation afin de garantir un enseignement inclusif et performant. Le CFEEF est investi d'une double mission pédagogique et structurelle. D'abord à travers la formation initiale, en assurant la préparation académique et pédagogique des futurs enseignants, ensuite par la formation continue, car le centre demeure le moteur de perfectionnement des enseignants en poste, et enfin par la recherche-action. Il encadre les stagiaires dans la rédaction de mémoires professionnelles, encourageant une réflexion sur les pratiques de classe pour innover face aux défis du terrain. Sous l'impulsion des réformes récentes instruites par le président de la République, le centre de formation a franchi des étapes majeures, notamment par le biais de la massification du recrutement, la transformation numérique ou encore les partenariats stratégiques. Il s'affirme comme un véritable laboratoire d'innovation pédagogique essentiel pour atteindre l'objectif national d'une éducation de qualité pour tous à Djibouti. En 2017, l'éducation djiboutienne a franchi un cap avec l'inauguration par le chef de l'État de l'école d'excellence. Objectif, former l'élite de demain. C'est pourquoi le chef de l'État va concéder à cette école les moyens de ses ambitions. Rien qui entrave un apprentissage de qualité ne doit manquer à l'école d'excellence. En accédant aux salles de cours, on découvre très vite que l'enseignement dispensé aussi bien sur le plan pédagogique qu'environnemental, est complètement différent des méthodes classiques. L'établissement scolaire jouit d'infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées, dotées d'équipements et de matériel de dernière génération. Une place de choix est accordée au recours à l'informatique et au numérique dans le processus d'apprentissage. Ainsi, les smart classrooms ou classes intelligentes sont utilisées à tous les niveaux et dans toutes les matières. Unique en son genre, l'école d'excellence réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel et personnel pour accroître les chances de réussite scolaire et professionnelle des élèves. En 2022, la première promotion de l'école d'excellence a réalisé un exploit remarquable avec 100% de réussite au baccalauréat, avec une majorité de mentions très bien. Un succès salué par le chef de l'État. Les promotions qui ont suivi ont elles aussi prouvé leur prouesse. L'école d'excellence démontre que dans une nation de dimension modeste mais d'ambition démesurée, l'investissement en matière d'intelligence et de persévérance génère des résultats remarquables. Djibouti façonne son avenir avec clairvoyance et optimisme en formant une génération lucide et croit en son potentiel et fait de l'éducation la clé de sa réussite collective. Une fois le baccalauréat réussi, une infime partie des lauréats partait étudier à l'étranger. Pour beaucoup, l'aventure s'arrêterait à cette étape. Pas question pour le président nouvellement élu de priver la jeunesse et priver le pays de son futur.
Il décidera de mettre en place en 2000 le pôle universitaire de Djibouti. Parallèlement, un projet de construction d'une université est en réflexion. Après avoir étendu les locaux et transformé le pôle en une université avec la création du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en avril 2011, les étudiants disposeront en 2018 d'une université à la hauteur de leur ambition. 10 000 étudiants sont inscrits cette année-là. Depuis, un complexe dédié à la faculté d'ingénieurs et un centre d'excellence africain en logistique et transport s'est ajouté à l'université de Djibouti. Former sur place les ingénieurs, les médecins et les chercheurs de demain, c'est le pari audacieux lancé par la République de Djibouti depuis 2000. Entre laboratoires de pointe et centres de recherche régionaux, plongés au cœur d'un pôle universitaire devenu une référence technologique pour la Corne de l'Afrique, l'enseignement supérieur et la recherche dans l'agenda présidentiel, c'est dans ce reportage. Une fois le baccalauréat réussi, une infime partie des lauréats partait étudier à l'étranger. Pour beaucoup, l'aventure s'arrêterait à cette étape. Pas question pour le président nouvellement élu de priver la jeunesse et priver le pays de son futur. Il décidera de mettre en place en 2000 le pôle universitaire de Djibouti. Parallèlement, un projet de construction d'une université est en réflexion. Après avoir étendu les locaux et transformé le pôle en une université avec la création du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en avril 2011, les étudiants disposeront d'une université à la hauteur de leur ambition. 10 000 étudiants sont inscrits cette année-là. Ainsi fondée en 2006, l'Université de Djibouti s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la formation supérieure dans le pays. Elle accueille près de 11 000 étudiants répartis sur une trentaine de licences, une dizaine de masters, des formations d'ingénieurs ainsi qu'un doctorat en médecine. À travers sa faculté d'ingénieur structurée autour de filières stratégiques telles que le génie électrique, l'énergétique et le génie civil, l'université répond avec pertinence aux besoins concrets du marché du travail djiboutien. Depuis 2012, plus de 300 ingénieurs y ont été formés. Une nouvelle génération de talents djiboutiens formés sur place, prête à contribuer activement au développement du pays. Concernant l'Institut ISSS, elle a pour mission de fournir aux structures sanitaires du pays des professionnels hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins d'un système de santé en constante évolution. Dans cette optique, l'Institut s'engage à dispenser des formations d'excellence, conformes aux standards internationaux les plus exigeants sur les plans scientifiques et pédagogiques. L'ISSS propose un parcours complet dans le domaine de la santé. Des formations paramédicales au cycle universitaire supérieur avec des licences, des masters et même des doctorats en sciences de la santé. Une véritable montée en gamme qui témoigne de l'ambition de l'établissement. En décembre 2025, 270 professionnels de santé, licenciés et masters, ont reçu leur diplôme. Autant de compétences nouvelles et de talents mis au service du système de santé national. L'Institut prévoit de franchir une nouvelle étape en devenant un centre régional de simulation médicale. Cet outil de pointe permettra aux étudiants de s'entraîner aux gestes médicaux sur des mannequins hyper réalistes avant toute intervention sur les patients. Une exigence pédagogique au service de la sécurité et de la qualité des soins. Sur un autre volet, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, institution scientifique nationale placée également sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, déploie à travers ses différents instituts et laboratoires un vaste éventail de programmes de recherche directement ancrés dans les priorités de développement du pays. L'Institut des sciences de la Terre est un pilier central de ses activités. Il concentre ses efforts sur l'exploration et la valorisation des ressources naturelles. Parallèlement, le laboratoire de géochimie et le laboratoire de géophysique appliquée, équipés de technologies de pointe, soutiennent les explorations ainsi que la prospection des ressources en eau. Les recherches en sciences de la vie menées par l'Institut des sciences de la vie se focalisent sur la sécurité alimentaire et la valorisation de la biodiversité. Le laboratoire des biotechnologies végétales a ainsi développé avec succès un protocole de multiplication in vitro de palmiers dattiers de haute qualité accompagné de marqueurs moléculaires pour une détermination précoce du sexe des plantes.
Ces avancées technologiques visent à intensifier durablement la production agricole. Le laboratoire de biologie marine étudie les écosystèmes du golfe de Tadjoura, analysant l'impact des conditions océanographiques sur la pêche et mettant en place un programme de surveillance pour suivre l'effet du changement climatique sur ces ressources halieutiques vitales. L'Institut des études politiques, stratégiques et sociales analyse les dynamiques de gouvernance, de paix et de sécurité dans le contexte régional complexe de la Corne de l'Afrique. Ces travaux portent sur les relations entre gouvernants et gouvernés, la gestion de la diversité, les processus électoraux ainsi que sur les défis sécuritaires comme la piraterie maritime et la stabilité régionale. En complément, l'Institut des langues de Djibouti œuvre à la préservation et à la promotion du patrimoine linguistique et culturel national. Alors que l'Afrique subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique, Djibouti a choisi d'investir dans la science, l'innovation et la coopération pour y répondre. Cette ambition s'incarne dans la création de l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, l'OREC, aujourd'hui considéré comme un centre de référence pour la transition écologique en Afrique. Lancé en 2022 à l'initiative du chef de l'État, ce centre illustre la volonté croissante des pays du Sud de développer une expertise autonome en matière de climat. Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Centre d'études et de recherche de Djibouti, l'OREC s'affirme comme un centre d'excellence régional. L'Observatoire combine recherche, formation et expertise scientifique, offrant aux chercheurs, spécialistes et décideurs régionaux une plateforme collaborative. Il accompagne également l'élaboration de politiques publiques pour faire face aux enjeux climatiques locaux. Parmi ses réalisations majeures, le développement d'un modèle climatique dynamique spécifiquement adapté à Djibouti. Une avancée essentielle, les modèles globaux peinant souvent à saisir les particularités des climats locaux. Les chercheurs se sont notamment concentrés sur la variabilité des précipitations, un paramètre crucial dans cette région semi-aride exposée à des événements extrêmes. Ces travaux permettent une meilleure compréhension des phénomènes climatiques et ouvrent la voie à des stratégies d'adaptation plus précises. L'action de l'OREC dépasse les frontières nationales. Dès son lancement, il s'est positionné comme un espace de dialogue scientifique et politique, en accueillant par exemple le premier sommet régional sur le changement climatique à Djibouti en octobre 2022. Forte de ses premiers succès, l'institution vise désormais à consolider son rôle de centre régional de référence pour la résilience climatique. Son ambition à horizon 2030 est de devenir un pôle d'excellence panafricain, en élargissant ses infrastructures, en multipliant les partenariats internationaux et en renforçant son ancrage auprès des communautés. Cette vision s'inscrit dans la stratégie à long terme de Djibouti, qui mise sur la recherche et le renforcement des compétences pour développer des solutions adaptées aux réalités locales. L'objectif est double: contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience des populations face aux impacts du changement climatique. C'est dans ce sens et face aux effets de plus en plus visibles du changement climatique que la République de Djibouti fait le choix de l'anticipation et du savoir. Sous l'impulsion du président de la République Ismaël Omar Guelleh, le pays a franchi une nouvelle étape majeure avec le lancement de l'école doctorale climat, une initiative structurante inscrite au cœur de la stratégie nationale d'adaptation climatique. C'est dans cette logique qu'a été créée l'école doctorale climat, pensée comme un pôle d'excellence dédié à la production de connaissances adaptées aux réalités climatiques locales et régionales. L'école doctorale climat a pour ambition de former des docteurs, chercheurs et experts capables de concevoir des solutions innovantes en matière d'adaptation climatique et s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale et internationale. En lançant l'école doctorale climat, Djibouti fait un choix stratégique, celui de préparer l'avenir par la connaissance. Une démarche ambitieuse à la croisée de la science, de la diplomatie climatique et du développement durable qui confirme la volonté du pays de jouer un rôle actif dans la réponse mondiale au changement climatique. Dans le domaine de la technologie, l'Agence spatiale djiboutienne, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a marqué un pas décisif. 21 décembre 2024 et 11 novembre 2023. Ces dates resteront dans les annales avec les lancements successifs de 2 nanosatellites, Djibouti 1A et Djibouti 1B. Les 2 satellites font partie d'un programme spatial visant à collecter des données météorologiques et hydrologiques via le projet Hydrosat.
Ces lancements constituent une avancée majeure dans l'ambition du pays de tirer parti des innovations spatiales pour faire face aux enjeux environnementaux et socio-économiques. En affirmant sa position en tant que pôle technologique émergent sur le continent africain, Djibouti vise à stimuler les investissements dans le secteur numérique et à renforcer sa coopération avec les partenaires internationaux. Le Mensur travaille désormais à la création d'un centre national de télédétection, un outil stratégique pour collecter, traiter et exploiter l'imagerie satellitaire au service de l'économie nationale. Port, urbanisme, agriculture, pêche et recherche. Face aux défis structurels des années 90, la République de Djibouti a opéré une mutation stratégique de son système de santé pour surmonter la pénurie des compétences et les déficits techniques. Cette volonté s'est traduite par un investissement massif dans le capital humain, marqué par la création d'une faculté de médecine locale et par une modernisation sans précédent des infrastructures. Aujourd'hui, le déploiement d'hôpitaux régionaux de pointe témoigne d'une politique de décentralisation réussie, garantissant à chaque citoyen un accès aux soins spécialisés sur l'ensemble du territoire. En matière de santé, le défi principal dans les années 90 a été une pénurie de professionnels de santé dans toutes les catégories et le manque de compétences spécialisées parmi les médecins, auxquels s'ajoutait un déficit de moyens techniques. En même temps que le pays renforçait ses moyens, un accent sera mis sur les ressources humaines. C'est dans ce sens que l'école de médecine de Djibouti sera inaugurée en 2007 par le président de la République, qui la considérerait alors comme un pilier indispensable de la politique de santé de notre pays. Le temps lui donnera raison. Grâce à cette faculté, le nombre de médecins par habitant a été positivement impacté. La politique sanitaire va s'intensifier aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur, avec notamment la mise en service en 2012 de l'hôpital régional d'Arta qui offre des soins spécialisés ou des examens à l'aide de scanners et des techniques chirurgicales ultramodernes. D'une capacité de 128 lits au départ, cet hôpital régional qui s'étale sur 5 hectares comporte 7 grands services, dont la maternité, la chirurgie ou encore la cardiologie. Toujours au niveau des régions, inauguré en avril 2016 par le chef de l'État, l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Warsama de la ville d'Ali Sabieh, qui est un centre hospitalier moderne d'une capacité de 117 lits et qui dispose de tous les plateaux techniques nécessaires. Les différents soins médicaux offerts sont la médecine polyvalente, l'ophtalmologie, la stomatologie, la pédiatrie, les urgences, la maternité, les chirurgies orthopédiques, viscérales, abdominales et évidemment un service de mise en charge, de réanimation. Depuis sa mise en service, cet établissement couvre avec satisfaction les besoins en soins médicaux des 2 régions du Sud, à savoir Ali Sabieh et Dikil. Cette initiative du président Guelleh traduit sa volonté politique qui vise à conférer toute l'autonomie nécessaire aux régions de l'intérieur en matière de santé. Cette politique sera également concrétisée avec l'inauguration par le chef de l'État en décembre 2024 de l'hôpital régional de Tadjoura. Nouveau et moderne, l'hôpital de Tadjoura dispose de tous les services de santé habituels, y compris un pavillon de médecine générale, un service de cardiologie, un bloc pour la gynécologie obstétrique et une section dédiée aux soins ORL, y compris l'ophtalmologie. Cet établissement améliore son offre de services grâce à un plateau technique et à des équipements modernes qui lui permettent d'effectuer immédiatement des réparations et des soins basés sur les diagnostics fournis par une radiologie diversifiée, bien développée et un laboratoire d'analyse de pointe. L'hôpital régional de Tadjoura démontre qu'il dispose d'une gamme complète de services, car il abrite une unité de médecine interne. Une spécialité médicale reconnue, souvent admirée pour sa capacité à fournir des services dans l'ensemble des domaines de la santé. Avec une capacité d'accueil de plus de 50 lits, l'infrastructure hospitalière peut accueillir plusieurs centaines de patients chaque jour. Sa maternité respecte également des normes strictes à l'égard de la santé de la mère et de l'enfant, en plus d'avoir des salles destinées aux soins intensifs qui sont reliées à des salles d'opération dotées des technologies les plus avancées.
La construction de ce nouveau bâtiment de santé publique est le fruit d'une collaboration entre notre pays et la République populaire de Chine. Toujours à Tadjoura, et moins d'un an après l'ouverture de l'hôpital régional, un nouveau pas décisif a été franchi en août 2025 en matière d'accès aux soins spécialisés dans les régions du Nord, avec le lancement officiel par le président de la République des activités du tout premier centre de dialyse. Cette infrastructure sanitaire financée par la fondation Saad Oumar Guelleh représente une avancée capitale pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Grâce à ce centre, ils bénéficient de traitements sur place, sans avoir à se rendre à Djibouti. Ce projet illustre une volonté claire de renforcer l'équité en matière de santé et d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans l'offre de soins de santé, le président Guelleh ira plus loin avec l'ouverture, le 28 octobre 2025, d'un nouvel hôpital d'importance régionale, l'hôpital Al-Shifa. Ce bâtiment hospitalier, qui a été construit en 4 ans, couvre une superficie totale de 32 000 mètres carrés, dont 22 000 mètres carrés sont dédiés aux installations bâties. Cet établissement a été réalisé grâce à l'initiative directe du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et a été financé uniquement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec une structure prévoyant 150 lits pouvant être étendus à 220, il est conçu pour offrir des services à plus de 500 patients par jour dès son lancement. Son équipement de haute technologie lui permet également de réaliser des soins et interventions avec une grande précision. Ainsi, durant ces 20 dernières années, et en particulier ces dernières décennies, la couverture sanitaire a connu une nette amélioration. L'hôpital Pelletier a par exemple subi des extensions pour accueillir plus de patients et des spécialités. Les plateaux techniques ont été renforcés. L'imagerie médicale modernisée avec l'acquisition des appareils de dernière génération tels que le scanner ou l'IRM. Des nouvelles spécialités ont été également introduites dans l'offre des soins. Depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à l'édification d'une nation moderne, les femmes djiboutiennes se sont imposées comme des actrices incontournables de l'histoire et du progrès social. Portées par une volonté politique forte et l'engagement indéfectible de la première dame, leur ascension s'est traduite par des réformes structurelles, audacieuses et une présence accrue dans toutes les instances de décision. Aujourd'hui, en investissement, les domaines politiques, économique et culturel, elle incarne le moteur d'un Djibouti plus juste, inclusif et tourné vers l'avenir. On regarde. Depuis les premières heures de l'histoire moderne de Djibouti, les femmes ont été bien plus que de simples spectatrices. Elles ont été des actrices majeures. De la lutte pour l'indépendance à la construction d'une nation moderne, elles ont su conjuguer courage, intelligence et persévérance pour façonner un destin collectif. Aujourd'hui, leur rôle se déploie dans tous les secteurs, politique, économique, social, culturel, portés par une volonté gouvernementale affirmée et un engagement citoyen sans faille.
L'histoire des femmes djiboutiennes commence bien avant les drapeaux et les cérémonies officielles. Dès les années 1960 et 1970, à une époque marquée par la domination coloniale, elles s'impliquent dans la résistance, souvent dans l'ombre, mais avec une détermination inébranlable. Elles organisent des réunions clandestines, assurent la logistique des mouvements nationalistes et prennent part aux manifestations, bravant les risques pour défendre l'idée d'une nation libre. Lors de la marche vers l'indépendance en 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, joue un rôle structurant. Créée avant même la souveraineté, cette organisation devient le porte-voix des aspirations féminines. Dans les rues de Djibouti-Ville, mais aussi dans les villages éloignés, les femmes galvanisent la population, mobilisent les familles et insufflent un esprit de solidarité qui dépasse les clivages. Depuis son accession au pouvoir, le président Ismaël Omar Guelleh a inscrit l'autonomisation des femmes au cœur de sa vision de développement. Soutenu par l'engagement constant de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, il a mis en place une série de réformes ambitieuses. Transformation de la simple direction chargée des affaires féminines en un ministère de la femme et de la famille autonome. Instauration progressive de quotas féminins dans les institutions, passant de 10% en 2003 à 25% depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Triplement du nombre de femmes ministres qui sont passées de 2 à 6 dans le gouvernement. Ces mesures traduisent une évolution profonde. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de créer les conditions réelles de son exercice. À chaque étape, la première dame a renforcé cette dynamique en pilotant des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le changement ne se mesure pas seulement dans les textes de loi, mais aussi sur le terrain. Dans les marchés, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les femmes djiboutiennes occupent aujourd'hui des fonctions variées. Politiques, députés, ministres, maires, ambassadrices, elles participent directement aux décisions nationales. Éducation, enseignantes, directrices d'établissements et chercheuses, elles façonnent les générations futures. Santé, médecins, infirmières, sages-femmes, elles sauvent des vies et contribuent à améliorer les indicateurs de santé publique. Armée et sécurité, officières, police, pilotes, institutrices, elles incarnent une présence féminine forte dans les forces armées et la gendarmerie. Culture, artistes, musiciennes, cinéastes, elles préservent et réinventent le patrimoine national. Ces succès sont le fruit d'une politique inclusive, mais aussi d'une volonté individuelle. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNFD et la CEPEC, a mis en place des programmes de microcrédit adaptés permettant à ces commerçantes de développer leurs activités. Ce soutien financier, couplé à des formations en gestion et en marketing, transforme de simples échoppes en entreprises solides. Aujourd'hui, Djibouti se conjugue aussi au féminin. Les femmes ne sont plus seulement les piliers du foyer, elles sont celles qui bâtissent, innovent et dirigent. Grâce à leur force et à une volonté politique affirmée, elles contribuent à transformer le pays pas à pas en une nation plus juste et inclusive. Si le chemin reste encore long, la direction est claire, celle d'un avenir où chaque femme djiboutienne, qu'elle vive dans un quartier animé de la capitale ou dans un village reculé, pourra réaliser son potentiel. Leur histoire est celle d'un peuple qui avance ensemble, porté par la mémoire de luttes passées et l'ambition des générations futures. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale constitue l'un des piliers fondamentaux de la vision politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à travers la création d'institutions dédiées et le lancement des programmes de transfert monétaire. L'État a structuré une réponse durable pour protéger les ménages les plus vulnérables. Cette stratégie globale qui allie couverture, maladie universelle et inclusion des personnes à besoins spécifiques vise avant tout l'autonomisation des citoyens et le renforcement du capital humain. L'un des plus grands chantiers du président de la République reste la lutte contre la pauvreté. Dès 2008, cette lutte va être accentuée avec la création d'un secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale qui va mettre en œuvre l'Initiative nationale de développement social, l'INDS, lancée en janvier 2007 par le président de la République. Depuis,
Le département, transformé en ministère des Affaires sociales, travaille entre autres sur la promotion de l'accès aux services sociaux de base, la lutte contre la pauvreté et l'assistance aux personnes en grande vulnérabilité ou aux besoins spécifiques. Cette assistance réalisée au début dans le cadre du Programme national de solidarité famille basé sur le transfert monétaire PNSF lancé par le chef de l'État en janvier 2016 a amélioré un peu plus les conditions de vie des ménages en situation d'extrême pauvreté. Le ministère des Affaires sociales dispose de plusieurs mécanismes similaires pour aider les plus vulnérables. Depuis l'intégration de la solidarité dans le département des affaires sociales, la lutte contre la pauvreté se base aussi sur des nouvelles considérations. Ainsi, la bataille contre la précarité à Djibouti se fonde sur plusieurs actions, telles que l'assistance aux projets économiques comme des prêts à petites échelles, l'apprentissage professionnel, l'augmentation de la disponibilité des services essentiels comme l'eau, la santé ou l'enseignement, mais également le développement des systèmes de protection sociale ainsi que les investissements dans les infrastructures, tant urbaines que rurales. Le renforcement du capital humain pour une plus grande autonomisation est au cœur de cette stratégie. En outre, ces actions se reflètent à travers l'AMU, l'assurance maladie universelle, lancée en décembre 2014 par le président Ismaël Omar Guelleh et vise à assurer une couverture d'assurance maladie aux ménages vulnérables qui n'ont pas accès aux soins de santé. Les personnes à besoins spéciaux ne sont pas en reste dans cet élan de solidarité nationale. Le chef de l'État, préoccupé par les personnes en situation de handicap, va instituer le 25 juin 2018 l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées. Une institution qui a pour mission de coordonner et d'unifier les actions et sensibiliser l'opinion publique sur le respect de leurs droits pour une meilleure prise en charge des personnes à besoins spéciaux à Djibouti. Face à l'urgence climatique et à la rareté des ressources naturelles, la République de Djibouti a fait l'accès universel à l'eau potable un pilier central de sa vision 2035. Sous l'impulsion du président de la République, le pays déploie des chantiers d'envergure allant de l'importation transfrontalière à la création de la première usine de dessalement d'Afrique subsaharienne. Cette politique volontarisée vise non seulement à sécuriser l'approvisionnement des populations du cheptel, mais aussi de bâtir une résilience durable pour le développement socio-économique de la nation. On vous propose de suivre ce reportage. L'accès universel et durable à l'eau potable demeure une priorité stratégique pour la République de Djibouti. Il s'agit d'un enjeu vital inscrit au cœur de la vision Djibouti 2035 et des engagements du pays envers les objectifs de développement durable. Dans un contexte caractérisé par la rareté hydrique, la sécheresse récurrente et la vulnérabilité climatique, l'eau s'impose plus que jamais comme un facteur essentiel de cohésion sociale et de stabilité économique. Cette démarche s'inscrit dans une vision d'avenir où l'eau n'est pas seulement considérée comme une ressource naturelle, mais comme un bien commun autour duquel se construit la solidarité nationale. En plaçant la participation des communautés au centre de la gouvernance, Djibouti confirme son engagement à garantir à chaque citoyen un accès équitable et durable à l'eau potable, conformément à ses ambitions de développement et à sa vision 2035. La sécheresse n'est pas un accident isolé. C'est la manifestation la plus brutale d'un dérèglement climatique que nous ne pouvons plus ignorer. Ce qui se joue aujourd'hui dans nos régions rurales n'est rien d'autre que la vulnérabilité d'un pays soumis à des chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Face à ces effets, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a posé un acte fort pour répondre avec la gravité qu'elle impose. En lançant un plan d'action national articulé autour d'une réponse d'urgence et d'une vision à long terme, le chef de l'État rappelle que gouverner, c'est prévoir, mais aussi secourir sans délai ceux que la nature a mis à genoux. Les mesures annoncées, envoi de convois d'eau potable, distribution de vivres, mobilisation de tous les ministères concernés, sont à la hauteur de l'urgence. Elles traduisent une volonté claire, celle d'une gouvernance resserrée où chaque acteur public est désormais comptable de ses résultats. Ce changement de temps et de méthode est salutaire. Il faut donc aller au-delà de la réponse conjoncturelle en faisant de la résilience climatique un axe central de notre développement.
Réhabiliter les forages, investir dans la captation des eaux de pluie, sécuriser les circuits d'approvisionnement, former les populations aux techniques d'adaptation, bref, faire de la lutte contre la désertification une cause nationale. Afin de remédier efficacement aux problèmes d'eau dans les zones rurales et la lutte contre la soif, le gouvernement a entrepris des opérations de grande envergure dans le secteur de l'eau. C'est ainsi que les grands travaux d'ouvrages hydrauliques ont été réalisés pour satisfaire les besoins en eau potable, en particulier pour les populations et leurs cheptels en milieu rural. Sans oublier que pour pallier au manque de ressources en eau renouvelables, Djibouti a recours à des sources d'eau et à l'importation pour compléter le mix d'approvisionnement. Il s'agit ici d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la soif, lequel a toujours été l'un des objectifs prioritaires du président Guelleh depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Pour la mise en service de ce projet d'adduction d'eau et l'aboutissement réussi d'un processus entamé 2 années plus tôt entre Djibouti et l'Éthiopie, déterminés à collaborer ensemble en vue d'offrir à leur population une eau suffisante. En provenance de la région éthiopienne, ce système d'adduction d'eau qui alimentera plusieurs régions de notre pays doit son existence préalable à la réalisation des forages. C'est l'eau en provenance de tous ces forages qui a ensuite été reliée à 2 centrales, réservoirs installés dans la localité éthiopienne de Koulan, point de départ du système de raccordement devant alimenter notre pays. Ainsi, l'eau est un élément vital pour l'eau, le cheptel, l'agriculture et l'industrie. Elle constitue aussi un facteur clé pour le développement socio-économique. C'est ainsi que le gouvernement, avec l'appui du Fonds saoudien pour le développement, a initié un grand projet d'adduction en eau potable dans les zones côtières. Au cours de l'exécution de ce projet, plusieurs délégations se sont succédées pour voir de visu le déroulement des travaux. Des délégations comme celle du Fonds saoudien venu inspecter les ouvrages en installation aux côtés des responsables locaux. C'est toute une ingénierie et un système d'approvisionnement mettant l'accent sur une perte minimale qui a été mise en place. Des réservoirs se relaient pour que l'eau puisse être disponible sans interruption et en abondance et arriver jusqu'au chef-lieu. La pénurie d'eau touchait aussi les cheptels, en période de sécheresse ou tout simplement de grande chaleur où les puits s'épuisent. Beaucoup des Obokois ici, en milieu rural, ont perdu une grande partie de leur cheptel. Les différents réservoirs installés le long du littoral vont inverser cette situation. En plus des populations humaines, le bétail ne parcourt que de courtes distances pour s'abreuver. L'adduction en eau potable Bisidro-Obok va favoriser la restauration de l'infrastructure agricole de la région. Sa disponibilité est synonyme d'un certain dynamisme. Maintenant que l'eau est à portée de main, des populations pensent déjà à créer des activités autour et surtout se lancer dans l'agriculture. Les conditions de vie de populations côtières seront ainsi positivement impactées avec une eau en abondance et de meilleure qualité. Autre projet phare, l'usine de dessalement de l'eau de mer qui utilise les techniques de dernière génération pour dessaler l'eau de mer. 38 mois de travaux inaugurés par le président Ismaël Omar Guelleh. Bâtie à Doralé, à proximité de la base chinoise, sur une superficie de 30 000 m², cette usine, la première de ce type en Afrique subsaharienne, est une installation unique en matière de production d'eau potable à partir d'énergies renouvelables. Il s'agit ici d'un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le spectre de la soif. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en zone urbaine et rurale. Djibouti a amorcé une transition énergétique historique pour atteindre l'autonomie grâce à ses vastes ressources renouvelables, notamment éoliennes et géothermiques. Cette ambition, portée par des projets majeurs comme le parc éolien de Goubet et l'interconnexion régionale, s'accompagne d'un engagement social profond pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens, en plaçant l'accès à une énergie propre et un logement décent au cœur d'un programme. Le gouvernement bâtit les fondations d'un développement durable, industriel et inclusif. En matière d'énergie, l'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie restera l'une des plus grandes œuvres du président Guelleh. En octobre 2011, le président de la République et les défunts premiers ministres éthiopiens Meles Zenawi vont rendre effective l'interconnexion électrique entre les 2 pays pour améliorer l'accès des populations à l'électricité à des coûts abordables par le biais de la coopération régionale.
Poursuivant un objectif d'autosuffisance énergétique, des grands projets d'exploitation géothermique sont en cours et le plus important à ce jour est celui du lac Assal. Paris réussit puisqu'en septembre 2024, le président Guelleh a officiellement lancé le premier parc éolien de Djibouti. Ce projet ambitieux vise à répondre à la grave pénurie d'énergie dans le pays en augmentant la capacité totale de 50% tout en avançant vers l'objectif de neutralité carbone. Djibouti aspire ainsi à être la première nation en Afrique à s'appuyer entièrement sur des sources d'énergie renouvelables pour sa production électrique. Avec des ressources éoliennes, solaires et géothermiques suffisantes, le pays a la capacité de tripler sa production pour atteindre au moins les 300 mégawatts. Les turbines éoliennes offrent de l'énergie électrique à 38% des habitants qui n'en bénéficiaient pas jusque-là. Une énergie qui facilitera l'industrialisation et la création d'emplois. Ce projet s'inscrit entièrement dans le plan de Djibouti d'exploiter sa position géographique privilégiée et de se positionner en tant que centre portuaire, logistique et de services essentiels, tout en restant fidèle à son ambition d'utiliser à terme une énergie 100% propre. Dans sa coopération avec l'Éthiopie, le projet transfrontalier d'adduction en eau potable a été également concrétisé. Placé au cœur de l'agenda national, la jeunesse djiboutienne bénéficie d'une politique dynamique alliant transmission de la mémoire, promotion de la culture et insertion professionnelle. À travers les initiatives emblématiques telles que le mémorial de Ega, le salon du livre et ainsi le rayonnement du forum panafricain, le gouvernement s'attache à renforcer l'identité nationale tout en œuvrant de nouveaux horizons intellectuels. Cette stratégie globale, soutenue par la modernisation des centres de développement communautaire et des programmes de formation ciblés. Reportage. L'action gouvernementale s'est orientée vers la consolidation des instruments mis en œuvre de la politique de la jeunesse. Le mémorial du barrage de Ega a été officiellement inauguré par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Cette inauguration sonne à l'aile, consacrer le lieu comme un espace de reconnaissance officielle de lutte menée et de sacrifices consentis pour la liberté et la souveraineté du pays. Ce mémorial incarne également un lieu de transmission et de mémoire destiné à rappeler aux générations actuelles et futures la signification du barrage Ega comme symbole de souveraineté et de résilience du développement national. Sur le plan institutionnel, l'inauguration a souligné la volonté de l'État de valoriser des grandes réalisations nationales, d'enraciner la culture de reconnaissance et de renforcer le sentiment d'unité autour des projets structurants. C'est ainsi le mémorial qui joue un rôle éducatif et civil en mettant en lumière les enjeux liés à l'énergie, à l'autosuffisance économique et à la coopération régionale, tout en consacrant le barrage Ega comme un repère historique dans le processus de transformation du pays. Autre forum, cette fois-ci c'est le forum panafricain de la jeunesse qui constitue une plateforme clé pour le leadership de l'engagement des jeunes africains. C'est ainsi que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé la 5e édition qui s'est tenue du 4 au 6 novembre, le forum panafricain de la jeunesse sous le thème de l'aspiration à l'action. La jeunesse comme actrice de justice, réparatrice et de développement durable a rassemblé plus de 500 jeunes leaders, 55 pays ainsi que des représentants gouvernementaux et institutionnels. Organisé par la Commission de l'Union africaine en partenariat avec le gouvernement de Djibouti, le forum a marqué 3 réalisations majeures. Le lancement officiel de l'initiative 1 million Next Level par le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'adoption de la déclaration 2025 du PAF, de la formulation des recommandations pour accélérer l'agenda 2103, ainsi le Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse, institué par décret 2014, numéro 162, du 25 juin 2014 à l'initiative du président de la République, récompense chaque année les jeunes et associations qui se distinguent par leur créativité, leur sens de l'initiative, leur contribution au développement social, économique et culturel du pays. Ouvert aux jeunes du 18 à 35 ans, aux structures de la société civile, le concours s'est déroulé en phase locale, nationale, avec l'évaluation par un jury pluridisciplinaire selon des critères d'innovation, impact social et de faisabilité.
Autre événement majeur, c'est sous le haut patronage de son excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé comme chaque année le Salon du Livre, un rendez-vous culturel majeur inscrit durablement dans l'agenda national. Cet événement d'envergure qui a visé à promouvoir la lecture, à valoriser la création littéraire nationale et internationale, à renforcer le rôle du livre comme vecteur essentiel du savoir, de l'éducation et du dialogue culturel, qui s'inscrit pleinement dans la vision éclairée du chef de l'État, qui place la culture, de l'éducation, de la jeunesse au cœur du développement durable et du progrès social du pays. Le Salon du Livre a rassemblé des écrivains, éditeurs, intellectuels, enseignants, étudiants et passionnés de lecteurs autour d'un programme riche et diversifié, comprenant des expositions d'ouvrages, des séances de dédicaces et des conférences, des panels thématiques, ainsi que des animations culturelles, éducatives destinées au grand public, notamment aux jeunes. Rappelons qu'à travers cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à soutenir la promotion du livre, à encourager l'émergence des talents littéraires nationaux et à favoriser l'accès à la culture pour tous. Autre événement majeur du ministère, cette fois-ci le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a procédé au lancement de plusieurs formations dans le cadre du programme phare Insertion économique professionnelle de la jeunesse. Cette formation a été concernée notamment English for Workplace, visant à renforcer les compétences linguistiques adaptées au monde professionnel. La formation a permis de conduire catégorie B et C, destinées à améliorer l'employabilité des jeunes. Ces différentes formations qui avaient pour objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés à travers le renforcement et leurs compétences. À travers cette initiative, le ministère entend renforcer les compétences des jeunes, favoriser leur insertion durable sur le marché du travail et promouvoir l'autonomisation économique de la jeunesse. Le séjour parallèle des jeunes, mis en œuvre sous l'impulsion de son excellence, Dr Hibo Mouna Assoué, constitue une initiative stratégique du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre de la célébration annuelle de la Journée internationale de la jeunesse, organisée du 8 au 12 août dernier. Ce programme qui vise à renforcer l'autonomisation des jeunes et à consolider leur rôle en tant qu'acteurs essentiels au développement durable, conforme aux orientations nationales en matière des jeunes. Depuis le lancement de la politique de décentralisation et la déconcentration activité ministérielle 2021, le séjour passerelle s'est progressivement imposé comme un cadre structurant de formation, d'échange, de participation citoyenne à jeunes. Cet effet, plusieurs éditions ont été organisées à l'intérieur du pays, notamment à Dikil en 2022, ayant enregistré la participation de 500 jeunes, à Tadjoura en 2023 avec 100 jeunes et à Ali Sebia en 2024 qui a connu une mobilisation exceptionnelle, plus de 1500 jeunes issus des 5 régions du pays. L'édition prévue à Arta en 2025 ambition de rassembler plus de 250 jeunes, confirmant ainsi la continuité et la pérennité du programme. Et enfin, le président de la République, son excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré le centre de développement communautaire qui fait partie intégrante du programme développement urbain intégré. Rappelons que cet événement et ce centre est dédié à la formation, à l'accompagnement social, à la sensibilisation, ainsi qu'au dialogue entre les acteurs locaux, les associations, les institutions pour un développement durable. Le CDC permettra de renforcer la capacité des populations d'appuyer les initiatives communautaires et de promouvoir la participation citoyenne. À travers ce centre, l'État, sous le leadership du président de la République, son excellence Ismaël Omar Guelleh, qui place les communautés au cœur du développement en leur donnant les moyens d'être actrices de la transformation et de leur cadre de vie. À l'horizon 2025, tous les centres de développement communautaire ont été entièrement rénovés, modernisés afin d'offrir des infrastructures adaptées pour l'accueil, la formation et les activités socio-éducatives destinées aux jeunes et aux populations locales. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme national réhabilitation, rééquipement et redynamisation, visant à améliorer la qualité des services renforcés et l'attractivité des CDC, assurer leur durabilité. Parallèlement, ces nouveaux CDC ont été inaugurés dans les régions de l'intérieur, à Balbala, afin de répondre aux besoins spécifiques des communautés locales.
نبورا بقلي أرحبي أهلا وسهلا صدقوا بقلي دلتي دلقة ودشان دقالها وبورته مستقبلكو دردستك نولي باقوتنا كودير جالسي دبكا دقاتيو أنه حالي وبحيو دليرتي أرلقاني جهوتو لو بفشي بقوعا يدي إسلاميو أنه حالي وبحيو دليرتي أرلقاني جهوتو لو بفشي بقوعا يدي إسلاميو waxaan ku haynaa marna aan ilaaway aqoontiyo tacliinto aadagu dadaalno barito le aayaha dalka ugu adeega warka waxaan ku haynaa marna aan ilaaway aqoontiyo tacliinto aadagu dadaalno barito le aayaha dalka ugu adeega adal waxaanu haynaa oon ilaashanaynaa qaranka manfacadiisa. En l'espace de 2 décennies, la République de Djibouti a opéré une mutation radicale, passant d'une économie limitée par des infrastructures restreintes d'un start-up de hub logistique et financier incontournable en Afrique de l'Est. Avec la vision stratégique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, le pays a multiplié les projets d'envergure, de l'extension des terminaux de classe mondiale de Doralé au lancement des méga-zones franches internationales. Cette dynamique de modernisation qui intègre désormais la transformation de l'ancien port en un centre d'affaires intégré comme nommé Red Sea World témoigne de l'ambition nationale de devenir le pivot des échanges entre 3 continents. Indépendante depuis un peu plus de 20 ans au début des années 2000, la République de Djibouti ne disposait que d'un seul port à cette époque et uniquement 2 banques conventionnelles. Résultat, une économie qui fonctionne au ralenti et ses impacts sur la politique de lutte contre la pauvreté. Mais un homme a une vision pour son pays. Faire de Djibouti un hub logistique incontournable dans la région. C'est pourquoi, 20 ans après, les transformations sont radicales. La première plus grande réalisation du président Guelleh sur le plan des infrastructures restera ainsi sans nul doute le port de Doralé, lancé en 2003 et opérationnel depuis 2006. Il s'agit pour le président de la République Ismaël Omar Guelleh de faire de notre pays une des plaques tournantes des échanges régionaux contre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Il va transformer radicalement le visage de l'économie du pays et de la sous-région. Aujourd'hui, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, a étendu ses capacités et propose des installations de classe mondiale. Une équipe 100% djiboutienne, dynamique et performante a fait la différence en quelques années. Ce port ne cesse de se transformer pour être plus compétitif. La mise en service en janvier 2024 de 4 nouveaux portiques de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, en présence du président Guelleh, témoigne de sa capacité à s'adapter à la demande de plus en plus croissante. D'une capacité de 100 mouvements par heure, le rythme le plus élevé actuel en termes d'exécution de tâches, les nouveaux portiques de la SGTD accroissent la vocation de notre pays à jouer un rôle de leadership portuaire dans la région. L'agrandissement de cette plateforme, qui représente un investissement conséquent, a permis d'augmenter la capacité du terminal pour accueillir de plus grands navires et répondre à la croissance de la demande, notamment du marché éthiopien qui représente une part importante du trafic de ce port.
Mais le président Guelleh ne s'arrêtera pas là. Parallèlement, d'autres projets ont été réalisés pour renforcer notre économie. C'est le cas de Doralé Multipurpose Port, qui a été bâti sur un site d'une superficie exploitable de 192 hectares, une enveloppe totale de 590 millions de dollars ayant été nécessaire pour sa réalisation. Inauguré le 24 mai 2017 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le DMP est un port polyvalent et ultramoderne. Avec sa ligne de quai de 1200 mètres et son tirant d'eau de près de 16 mètres, le DMP possède des installations parmi les plus modernes d'Afrique, permettant d'accueillir des navires marchands de dernière génération. Des Djibouti Damerjoog Industrial Development situé à Damerjoog. Un gigantesque projet de zone franche industrielle axé sur l'industrie lourde. Une infrastructure d'ensemble qui accueille notamment un parc de stockage d'une capacité de 380 000 m3, un port polyvalent avec un quai de 270 mètres, une raffinerie de pétrole et toutes les infrastructures de base. Ce projet comprend un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié, une installation de laminage d'acier, une cimenterie, un chantier de réparation navale et un port d'élevage. Un projet qui doit à terme générer des milliers d'emplois. Au niveau des régions de l'intérieur, des projets similaires sont réalisés, et notamment le port de Tadjoura, qui accueille des navires sans interruption depuis son inauguration, avec un regain et intensification de ses activités ces derniers mois. Les infrastructures portuaires seront complétées par la mise en service en janvier 2017 d'une nouvelle ligne ferroviaire. Représentant en soi un développement considérable, la nouvelle ligne de chemin de fer constitue un élément clé d'une chaîne logistique aux capacités renforcées. En plus de transport de passagers, la ligne de chemin de fer qui peut transporter quelques 4000 tonnes de marchandises par jour avec des trains roulant à 90 km/h a réduit considérablement les temps de transport des marchandises. Air Djibouti complète ce dispositif. Sur le plan du développement de ces infrastructures, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré en juin 2023 l'extension de l'aéroport international de Djibouti. Un événement qui apporte une contribution à 2 niveaux à notre aéroport. Le premier concerne l'agrandissement de 600 m² de son terminal, l'espace dédié au départ et arrivée des passagers. Cette expansion permet à l'aéroport de Djibouti de doubler sa capacité d'accueil. Le second ajout à l'aéroport de Djibouti consiste en une rénovation complète de tous ces locaux qui sont désormais entièrement modernisés. En ce qui concerne la rénovation des installations, il est important de souligner que les travaux effectués ont été réalisés dans le but d'assurer des services de qualité alliant efficacité, modernité et continuité. Il est indéniable qu'en renforçant les infrastructures de son aéroport, notre pays démontre sa volonté de relever les défis dans un contexte économique de plus en plus compétitif, tant au niveau régional, continental qu'international. Jeudi 5 juillet 2018 est une date qui a marqué les esprits. Djibouti a désormais sa méga-zone franche internationale. Djibouti International Free Trade Zone. Elle est la plus grande zone franche commerciale d'Afrique. L'ouvrage a nécessité un investissement total de 3,5 milliards de dollars. Rien que la phase initiale, une zone de 240 hectares, est le résultat d'un investissement de 370 millions de dollars. L'ensemble s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Cette zone franche accueille de centaines d'entreprises. Considéré comme le 3e pilier de la chaîne d'édifices conférant à un pays le statut légitime de hub logistique planétaire, le président de la République a procédé en octobre 2021 au lancement de la transformation de l'ancien port de Djibouti en une cité moderne d'affaires, de finances et de commerce. C'est dans ce sens que le chef de l'État a procédé en juin 2022 à l'ouverture d'un ensemble immobilier qui comprend un centre d'exposition et un hôtel situé sur l'ancienne zone portuaire de Djibouti. Ces réalisations marquent le début d'une transformation sur le site de l'ancien port de Djibouti en un espace de développement intégré qui sera également amené à inclure un port de plaisance et un nombre significatif de commerces.
L'initiative économique que cette démarche prévoit sera désignée sous le nom de Red Sea World, conformément à l'engagement de Djibouti à se développer en tant que centre d'affaires et de finances à l'échelle internationale. Le centre d'exposition et l'hôtel occupent ensemble une superficie de 4050 m². Ces infrastructures additionnelles améliorent de manière significative l'offre touristique de Djibouti. Grâce à sa position géographique unique, la République de Djibouti s'est imposée comme le principal carrefour numérique de la région, en développant un point d'ancrage numérique stratégique pour les câbles sous-marins internationaux. Cette connectivité mondiale est devenue un levier de croissance majeur, favorisant l'émergence d'infrastructures de pointe telles que des parcs technologiques, des centres de données sécurisés. Cette transformation digitale accélérée place désormais le pays à l'avant-garde de la société de l'information, stimulant l'innovation et l'autonomie technologique sur l'ensemble du territoire national. Faire des télécommunications un levier de croissance. C'est dans ce cadre que le département de télécommunications, sur instruction du chef de l'État, multiplie les initiatives pour que Djibouti ne soit pas en marge de la société de l'information, en améliorant la qualité de services de télécommunications, en renforçant la couverture du réseau mobile à l'ensemble du territoire et facilitant ainsi l'accès d'Internet haut débit. Depuis 2005, Djibouti Télécom a œuvré pour la mise en place d'une infrastructure internationale et régionale de qualité. C'est dans ce sens que plusieurs câbles sous-marins passent par notre pays. Le pays, qui est très avancé sur les télécommunications, a même initié son premier câble sous-marin africain DAR1, un câble qui relie Djibouti, la Somalie, le Kenya et la Tanzanie. En 2026, Djibouti Télécom veut étendre sur environ 3500 km son système de câbles sous-marins DAR1, afin de le pousser le long de la côte est de l'Afrique vers l'Afrique du Sud. Pour renforcer l'offre technologique du pays, améliorer l'accès aux TIC et accélérer la transformation numérique de Djibouti, qui se positionne de plus en plus comme un carrefour régional du digital, le président de la République a inauguré en novembre 2024 un parc technologique innovant appartenant à la société privée TO7 Network, spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ce parc a été conçu en partenariat avec Wingu Africa, un acteur international reconnu dans le développement et la gestion de centres de données. Il a pour vocation de relier efficacement les réseaux terrestres djiboutiens aux communications mondiales. Capable d'accueillir jusqu'à 5 câbles sous-marins, il constitue désormais une plateforme stratégique utilisée notamment par Google, l'un des leaders mondiaux de l'Internet. Le parc offre également un environnement hautement sécurisé pour l'hébergement, le stockage et la gestion de données numériques provenant de divers secteurs. Cette installation technologique avancée jouera un rôle essentiel dans le développement économique national en stimulant la création d'emplois et générant des revenus fiscaux. Au sujet d'éthique, notre pays a franchi fin juin 2025 une étape majeure en adoptant le tout premier code du numérique de la République de Djibouti, une avancée déterminante pour l'organisation du secteur digital national. Issu d'un processus inclusif mené sur plus de 2 années, ce cadre réglementaire élaboré sous la coordination du ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation s'intègre pleinement dans la mise en œuvre de la vision 2035. Composé de plus de 8 parties et regroupant environ 800 articles, ce code aborde l'ensemble des problématiques liées à la transition numérique du pays. Il définit les règles à la protection des données à caractère personnel, des régimes applicables aux communications électroniques, du droit des services numériques innovants, du droit applicable à la cybersécurité, des conditions juridiques du commerce électronique, des règles de cryptologie, de la protection du consommateur à l'ère numérique, du contrôle de la qualité des services, de l'accès universel et de la protection des enfants en ligne. Le projet de loi relatif à la création de l'autorité nationale de cybersécurité va également dans ce sens de la protection. À l'ère du numérique, où les échanges économiques, sociaux et institutionnels s'opèrent de plus en plus dans un environnement dématérialisé, la sécurisation du cyberespace national devient une exigence stratégique.
Bien que les avancées technologiques offrent des opportunités inédites, elles multiplient également les risques, exposant les systèmes d'information et les infrastructures critiques à des menaces complexes et évolutives. Face à cette réalité, le gouvernement a décidé de mettre en place l'Autorité nationale de cybersécurité, l'ANC, une entité autonome placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. Cette nouvelle structure incarne l'engagement ferme de l'État à se doter d'un cadre institutionnel robuste pour prévenir, détecter et répondre efficacement aux cybermenaces. L'ANC jouera un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité, en assurant la protection des données sensibles, la continuité des services numériques et en renforçant la confiance des citoyens, des entreprises et des partenaires internationaux dans l'écosystème numérique de Djibouti. Le leadership du président Ismaël Omar Guelleh a fait que la République de Djibouti s'impose comme un pivot incontournable de la stabilité et la sécurité de la Corne de l'Afrique et au-delà. Cette diplomatie d'influence fondée sur une position géographique, stratégique et une neutralité active a permis de bâtir des partenariats mondiaux solides tout en plaçant le pays au cœur de la résolution des conflits régionaux. Le triomphe diplomatique avec l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine consacre définitivement cette vision visionnaire, faisant de Djibouti un acteur majeur de l'intégration et du leadership continental. Reportage. Depuis son accession à la présidence de Djibouti en 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a marqué son mandat par une approche diplomatique, dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous la présidence du président Guelleh, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures. La France, bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine du camp Lemonnier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme. Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Omar Guelleh a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle de premier plan au sein de l'Union africaine, la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guelleh a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, Guelleh a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan de développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti.
L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures, comme le port de Doralé et le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures du pays, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional. Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalière. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et des pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud, et encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Ismaël Omar Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti. Par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales, le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Au niveau continental, l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février 2025 marque un moment historique pour Djibouti et pour la diplomatie djiboutienne. Cette désignation est non seulement le couronnement du parcours remarquable d'un diplomate chevronné, mais également le fruit d'une stratégie habilement menée par le président Ismaël Omar Guelleh, dont l'engagement personnel a été déterminant dans cette réussite continentale. En soutenant la candidature de son ministre des Affaires étrangères, le président Guelleh a su mettre en avant son expérience ainsi que la crédibilité dont jouit Djibouti sur la scène diplomatique. Son leadership discret mais ferme, ainsi que sa capacité à bâtir le consensus au-delà des clivages, ont permis de faire de cette candidature une cause continentale portée par la stabilité, la neutralité et la vision que représente Djibouti. L'élection de Mahmoud Ali Youssouf vient renforcer le rayonnement de Djibouti, désormais reconnu comme un acteur central dans la construction de l'Afrique de demain. Elle consacre également la constance de la diplomatie djiboutienne, guidée depuis plus de 2 décennies par une vision pragmatique, proactive et tournée vers l'intégration régionale, la paix et le développement. Cette victoire diplomatique est avant tout le reflet de la vision stratégique du président Ismaël Omar Guelleh et confirme une fois de plus son rôle de leader éclairé, bâtisseur de ponts et artisan d'une Afrique forte, unie et tournée vers l'avenir. C'est la fin de ce numéro spécial consacré aux réalisations phares du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. كاقوى المسكينكو وغبارة